Cher écrivain, bienvenue. Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Chris Vuklizevic, je suis autrice et j'ai réuni avec moi dans ce club 4 de mes amies écrivaines. Ensemble, on discute sans tabou de nos inspirations, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes, de nos galères, bref, de tout ce qui fait la fabrique littéraire sans cacher ses côtés les moins glamour. Alors prenez un thé chaud, attrapez votre meilleur plaid et bienvenue au club. Et bienvenue dans cette nouvelle réunion du club. Je suis comme d'habitude avec Laetitia. Coucou. Laure. Salut. Léa. Hello. Et Marie. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler évidemment d'écriture, mais d'écriture un peu particulière puisque c'est dans le cadre de vos envois de manuscrits. On va parler de tous ces petits textes qui peuvent aller avec votre roman et que les éditeurs peuvent vous demander ou pas selon les cas. Un pitch, une biographie d'auteur, un synopsis, une note d'intention. On ne sait pas toujours ce que ça recouvre exactement, ce qu'on doit mettre dedans, quelle longueur ça doit faire, quel ton employer, voilà, les éléments, les infos à mettre à l'intérieur. On va parler de tout ça pour vous aider à vendre votre manuscrit aux éditeurs. Avant ça, comme toujours, on va vous parler un petit peu de ce qu'on a écrit ou pas ces dernières semaines, de où on peut se retrouver éventuellement en dédicace, et puis d'une recommandation qui donne envie d'écrire. Alors c'est parti, petit tour de table sur nos news. Qu'est-ce qu'on a écrit, qu'est-ce qu'on n'a pas écrit ces derniers temps? Qui veut se lancer? Léa. Moi, je veux bien commencer. Oui. Alors moi, pour vous faire tous déculpabiliser, vous qui nous écoutez fidèlement chaque mois, sachez que j'ai écrit une soirée entre l'enregistrement du dernier podcast et celui-là. Voilà, donc clairement, c'est pas un résultat très très fou. Et en plus, la scène que j'ai écrite, c'est une scène où je me suis tapé des barres parce que ça parlait de lasagne. Voilà. C'était un personnage qui mange un plat de lasagne et en fait, il y a tout un truc où la petite héroïne a, vous savez, sur les frigos, genre dans les familles, il y a toujours les lasagnes de la vie des gens. Vous savez, il y a tes dessins d'enfants et dessus, il y a tes bulletins qui ont été mentés par tes parents, il y a les cartes postales des potes qui sont revenus et tout. Je trouvais que c'était rigolo. Elle parle, c'est le début du roman et ils sont en train de manger le plat de lasagne et là, elle voit sur le frigo la lasagne de sa vie et ça me donnait l'opportunité dans la narration de dire qu'elle avait été acceptée dans le lycée où elle avait désespérément envie d'aller et qui lui permettait de partir de son village natal, ce dont elle meurt d'envie. Et c'est un peu tous les enjeux du début du roman. Et je me suis tapé des barres en écrivant cette scène avec la lasagne, donc une séance fort marrante. Voilà. Léa, même la lasagne a une symbolique métaphorique. C'est palimpseste, c'est ça la figure de style. C'est beau. C'est une vraie figure de style. De mélanger différentes couches comme ça. Bref, ça s'appelle un palimpseste. Voilà, désolée, je suis matrixée de mes années de prépa littéraire. Un palimpseste. Vous savez, c'est l'équivalent visuel de justement des affiches sur les murs qui ont été collées les unes sur les autres et des fois tu vois celle du dessous par transparence et tu peux faire cet effet d'une phrase qui va en rappeler une autre en écho, etc. Je crois que ça s'appelle un palimpseste. Ouais. Je vais vérifier. Parchemin dont on a effacé la première écriture pour pouvoir écrire un nouveau texte. Voilà. Un peu ce truc de superposition, quoi. Okay. C'était le mot du... C'est marrant, ton roman, je n'imaginais pas du tout qu'il y avait des frigos dedans et des lasagnes. Mais c'est le truc contemporain. Vous savez, je vous ai parlé pendant la retraite d'écriture en octobre. Donc oui, c'est contemporain. Il y a des frigos. Et du coup, le roman, l'autre, Pardon, allez, vas-y Marie, dis-moi. Et du coup, l'autre roman, tu le laisses un peu de côté ou tu... Ouais, pour le moment, je l'ai mis en stand-by. Parce que ça me fait plus trop kiffer d'écrire et je me dis, faut que j'attende que ça revienne, quoi. Je n'ai pas envie de me forcer à... Voilà. T'as raison. Ça reviendra. Carrément. Et toi, Marie? Moi, là, en gros, je viens de passer le week-end entier à relire ma V2. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que je faisais jusque-là parce que je bétalisais un chapitre et après, je le corrigeais. Et en fait, là, comme j'ai quand même réécrit une grosse partie, j'avais envie de voir un peu comment ça rendait en lisant tout d'un coup et en annotant au fur et à mesure. Et en fait, je trouve ça fou parce que, c'est pas du tout la même... c'est pas du tout la même dimension parce que quand j'écris, j'ai l'impression d'être vraiment tout de suite à l'essentiel, d'être vraiment très, très précise. Et en fait, en relisant, il y a des passages entiers où je me disais, non, mais ça,
ça dégage, ça, il y a beaucoup trop d'adjectifs, tu mets 4 fois le mot œil dans une page, enfin, tous les trucs que j'essaie d'éviter, ça me saute aux yeux que le texte est truffé de tout ça, quoi. Donc là, je suis partie pour mon V3. Je pense que j'aurai moins de grosses réécritures structurelles, mais j'aurai beaucoup de points de détail, de chronologie, de cohérence. Il y a des voix de personnages que j'ai pas tout à fait. Il y a des passages qui sont, j'ai pas l'effet que je veux, donc voilà. Et c'est reparti pour un tour. Bravo, quel courage. Ouais, mais en fait, je commence un peu à en avoir marre, alors pour rien vous cacher. Mais je me Ah oui, tu dis m'étonnes. aussi, c'est aussi signe que peut-être bientôt, il faudra que je l'envoie en bêta lecture, quoi. Une fois que vraiment, en fait, il y a un peu le truc de, je suis vraiment contente de ce que je relis, mais je me dis, si c'est Tant juste mieux. ok, ça passe, ça veut dire que peut-être il est temps de le passer en lecture après, quoi. D'avoir un regard neuf extérieur. Oui. Mm. Donc voilà. Et toi, Laetitia? Au moins, Marie, tu as l'air de savoir où tu veux aller, c'est ça qui est bien. Après, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis dessus. Et ben moi, je sais plus trop à force ce que je vous avais raconté la dernière fois parce que comme je change d'avis comme de lecture, mais en ce moment, je me suis remise à écrire mon idée de contemporain. Je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Oui, à certains. Ça dépend des gens. À Marie et moi, je pense que tu nous l'avais Oui, dit. ouais, ouais. On s'est vu avant que Marie parte en vacances. Mais voilà. Ah oui. Ah oui, donc voilà. Bon, en fait, finalement, j'en ai eu marre de la fantaisie et je suis retournée. Sur le contemporain. Mais ça se passe bien. Enfin, en fait, moi, mon objectif cette année, au cas où, enfin voilà, pour les auditeurs, si vous arrivez à me suivre, c'est vraiment juste de retrouver le plaisir d'écrire, en fait, parce que je l'avais quand même vachement perdu. Donc là, ça va, j'arrive à plutôt bien kiffer mes séances. En fait, je me force pas. Genre vraiment, si j'ai envie d'écrire, eh ben j'écris. Et si j'ai envie d'aller faire autre chose, eh ben je vais faire autre chose. Et ça, c'est hyper. Enfin, je m'autorisais plus du tout à faire ça depuis que je suis publiée, en fait. C'était juste, t'es obligé d'écrire. Genre là, t'as du temps, donc t'écris, en fait. Tu ne fais rien d'autre. Et c'était en train de me matrixer. Enfin, ça me rendait malade, en fait. Enfin, vraiment. Et donc, j'arrête un peu provisoirement ce truc orwellien, là, un peu, enfin, hyper. Que je me fais. Ouais, voilà, que je me fais avec moi-même, hein, tu voyez ce que je veux dire. Et je m'autorise à faire autre chose si j'ai envie, voilà. Eh ben, t'as raison. La créativité, elle a besoin de repos aussi. C'est ça. Et t'as quand même beaucoup écrit en très peu d'années. Et c'est bien de se reposer. L'écriture, c'est pas fait non plus pour se maltraiter, quoi. Donc, c'est déjà difficile, même quand on y prend du plaisir. Donc, C'est vrai. c'est important de garder cette dimension-là. Voilà. Après, voilà, je comprends que quand ça devient une partie de ta vie professionnelle et que tu as abandonné un 5e de ton salaire pour écrire, que tu puisses te mettre la pression. Mais du coup, c'est dur de garder cet équilibre, je trouve. Ouais, c'est exactement ça. C'est pas facile. Mais là, l'espèce de pause, entre guillemets, est nécessaire, même si c'est pas tout à fait une pause, parce qu'en fait, quand j'ai envie d'écrire, j'écris et ça se passe bien. Enfin, là, en me traitant mieux et en m'obligeant pas à faire que ça va déjà mieux, en fait. Après, ça me fait rire parce que tu fais une pause, mais genre juste t'écris pas pendant une semaine. Alors moi, quand je fais des pauses, j'écris pas pendant 6 mois. Je pense pas que je tienne une semaine entière, pour être honnête. En plus. Mais quand tu t'y remets après ta semaine de pause, c'est parce que c'est quoi qui te pousse à y revenir? C'est le truc de dire ça fait une semaine, donc il faut que je m'y remette, ou c'est l'envie, ou c'est... Ça dépend. Là, je peux pas. Enfin, c'est dur de me reprojeter en arrière. Mais la semaine écoulée, c'était vraiment. J'avais envie, tu vois. J'avais vraiment envie d'écrire Je suis assez contente de l'idée sur laquelle je suis revenue, qui est un peu un mix. C'est ça qui est drôle. Ça mélange plein d'idées que j'ai eues tous ces derniers mois où j'ai pas écrit, dans le sens rien écrit de productif, que vous lirez un jour, en gros, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça mélange plein de trucs. Je suis revenue à une de mes toutes premières idées. La première idée que j'ai eue après Maudite, en fait. Mais
un peu différemment et ça mélange plein d'autres choses, donc c'est rigolo. C'est vraiment ce truc de trust the process quand tu Ouais, galères. Oh, mais si, ça Mm. sert à quelque chose. de ouf. Après, ça se trouve, on se revoit dans un mois et je vous dis alors, finalement, la fantaisie. Je vais faire de la fantaisie contemporaine. Donc bon. Mais moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est effectivement que plein de choses que tu as pu écrire et qui n'ont pas forcément abouti te servent à nourrir ce projet-là aujourd'hui. Et c'est cool. Carrément. Et moi, de mon côté, j'ai décidé aujourd'hui de réécrire encore le début de mon roman qui n'en finit pas d'être réécrit. Mais c'est une réécriture plus parce qu'à force d'avancer petit bout par petit bout, de reprendre du début et de pousser un peu plus loin à chaque fois, j'ai l'impression petit à petit de mieux cerner mes personnages, leurs motivations, leurs enjeux et les thèmes du roman. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu comme une tour de Jenga, quoi, en gros. Que là, si je continue à la construire de travers, ça va juste se casser la gueule et je suis complètement bloquée, je sais pas où aller. Donc j'ai besoin, là j'en suis plus à tout défaire la tour et repartir de zéro, mais à juste redresser ce qui existe déjà pour bien repartir droit et continuer. Parce que là, oui, mes personnages, ils ont des enjeux qui n'étaient pas du tout clairs, voire qui étaient complètement contraires à ceux que maintenant je veux leur donner. Donc c'est trop compliqué pour moi, même en termes d'intrigue, vu que j'ai pas de plan précis de savoir ce qui va se passer ensuite si j'ai pas ça bien calé dans ma tête, au minimum. Et je me dis que voilà, cette fois, au terme de cette réécriture, déjà j'arrive à presque 200 000 signes, peut-être que j'aurai une vision un peu plus claire de ce qui doit se passer ensuite pour que l'intrigue soit vraiment dirigée par leurs enjeux, quoi. Mais je galère, hein, franchement, je galère bien comme il faut. J'écris très 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 lentement. À chaque fois que je m'y mets, c'est un peu une torture parce qu'en même temps aussi en ce moment, j'arrive pas à écrire régulièrement, vraiment tous les jours. Donc chaque fois que je m'y remets, c'est 1 heure, 2 heures juste pour me remettre dans le texte. En fait, juste arriver à me concentrer, arriver à pas penser à autre chose, à pas avoir le réflexe d'ouvrir une fenêtre sur Google. Enfin, c'est juste retrouver le flow en fait. Donc là, voilà, j'ai déménagé et tout, il y avait plein de choses. Donc j'espère que là maintenant, je vais pouvoir me replonger dedans parce que sinon, je vais juste jamais y arriver. Et puis, en termes de dédicaces où on peut se retrouver dans les semaines à venir, donc cet épisode sort début avril, le 2e dimanche d'avril, ce qui arrive le 13. Et donc, hier, j'étais à Livre Paris. Et je serai le week-end de Pâques, ce qui tombe le week-end prochain, c'est-à-dire du vendredi 18 au dimanche 20 avril, par là. Trolls et légendes à Mons, en Belgique. Voilà. Sympa. Ouais, c'est un très chouette festival. Pour mes horaires exacts, puisque je ne serai pas là tout le long du festival, je vous le remettrai en story. Donc, voilà, allez voir sur Instagram ce qui se passe. On passe à la reco qui donne envie d'écrire. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une initiative que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle les Inspiriales de l'écriture. Ça existe depuis 2023, je pense. Là, en 2025, il y a eu du coup, si je compte bien, la 3e édition. C'est à chaque fois en début d'année et c'est plusieurs jours de masterclass, d'ateliers avec des auteurs sur plein de sujets d'écriture auxquels il faut s'inscrire. Alors, c'est payant. Là, c'est passé, hein, c'était courant février. Mais vous avez accès au replay à l'unité des ateliers et des masterclass. Donc, si je vais sur le site, ça s'appelle écrire-et-inspirer.com et que vous cliquez sur Masterclass dans le menu, vous avez voilà, tous les petits trucs à l'unité. Par exemple, vous avez mini-atelier structurer son histoire, mini-atelier stagner c'est mourir, séduire les lecteurs avec des enjeux accrocheurs. Et voilà, ça c'est 17 € ces petits ateliers-là. Et puis après, vous avez des masterclass, donc plus longues, avec par exemple Christelle Dabos, technique de fond et de forme pour renforcer l'attention de son récit. Vous avez Célia Flo, comment lever un blocage et enrichir son premier jet. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre par exemple il y a Cécile Duquesne, tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Cécile. Comment réussir à bien conclure son roman sans oublier aucun fil, ça peut être un bon complément, je pense, à notre épisode précédent sur la fin des romans. Sur la romance aussi, les fondamentaux d'une sous-intrigue amoureuse réussie.
Voilà, vous avez plein de thèmes avec des auteurs comme Jean-Claude Duniac aussi, Lionel Davoust, il y a Estelle Faye, voilà, Morganov Glencoe, donc plein d'auteurs très expérimentés qui vous partagent leurs pépites. Et donc là, voilà, c'est du replay, mais je crois que si vous vous inscrivez pour les années suivantes, pour les suivre en direct, il y a vraiment des moments d'échange avec les auteurs où déjà vous pouvez poser vos questions et je crois qu'il y a des moments aussi où vous écrivez des petits textes sous contrainte et ensuite les auteurs les lisent, vous font des retours en direct. Voilà, je n'ai jamais assisté à leur masterclass ou à leurs ateliers. On m'avait proposé d'en construire cette année, mais vu la période, je ne pouvais pas. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air vraiment fait très sérieusement et voilà, ça s'appelle donc Les Inspiriales, mais le site c'est écrire-et-inspirer.com. Et on passe à notre thème du jour. Comment capter l'attention des éditeurs grâce à ces petits textes qui vont accompagner l'envoi de votre manuscrit. Donc le pitch, la bio d'auteur, le synopsis, la date d'intention et bien sûr le mail, à ne pas oublier le mail voilà, juste avec lequel vous allez envoyer votre pièce jointe. On ne sait pas toujours exactement quoi écrire dedans. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent vous être demandées quand vous soumettez un manuscrit. Mais voilà, encore faut-il savoir ce que chaque document doit contenir. La différence, par exemple, entre synopsis, note d'intention, pitch, voilà. Qu'est-ce qu'on met dedans? Petit rappel de base, regardez toujours sur le site de la maison d'édition à qui vous envoyez votre texte ce qui est demandé. Il y en a qui vont vous demander juste un extrait et un synopsis, d'autres que le roman, d'autres un pitch et le manuscrit entier, d'autres la note d'intention. Donc voilà, faites attention pour chaque maison, envoyez exactement ce qu'elle demande. S'il y a des critères de longueur pour chaque document, faites-y attention. Ça montrera que vous ne faites pas juste des envois en série. Et petite parenthèse, pour savoir quelle maison d'édition vous devez cibler, on a fait un épisode spécial sur les coulisses des maisons d'édition et des services manuscrits en particulier. On vous a donné plein d'astuces sur la façon de mettre toutes les chances de votre côté. Donc, allez l'écouter si ce n'est pas déjà fait parce que ce sera très complémentaire. Et aujourd'hui, on va donc se concentrer plus spécialement sur ces fameuses pièces jointes qui vont aller avec votre manuscrit. Alors, la première chose, c'est de toute façon, quelle que soit la chose que vous avez demandé, vous allez a priori devoir envoyer un mail. Puisque aujourd'hui, ça ne se fait, je crois, quasiment plus de réceptionner des manuscrits au format papier. Et même, admettons, il faut bien qu'il y ait une petite lettre à côté pour dire bonjour, voilà, je m'appelle comme ceci, merci de me recontacter à telle adresse. Alors, dans ce mail, qu'est-ce qu'on met? Quel ton on emploie? Alors, quel objet de mail est-ce qu'on met déjà? Ça commence là. Mon projet de roman. Non. Non, alors pourquoi tu dis non là? Je dis non parce qu'il faut toujours, il faut se mettre à la place de la personne qui reçoit en face et qui potentiellement reçoit du coup beaucoup de mails et donc ne pas envoyer juste mon manuscrit ou mon projet de roman, ça n'a pas de sens, mais mettre le titre en revanche. Ouais, et son mettre le genre potentiellement, si c'est une maison généraliste, ça peut être intéressant. On peut mettre dans l'objet de mail soumission manuscrit, titre roman, genre par exemple. On peut, si on sait la collection dans laquelle ça va, préciser la collection. Si on a vu un éditeur sur un salon et qu'on a du coup eu l'occasion de le pitcher, on peut dire suite à à tel événement, soumission de et mettre le titre. Et si on est vraiment foufou, je pense qu'on peut se lancer dans un mini accroche de type un thriller comme si, titre. Voilà. Les alternatives. C'est Souhait Laetitia qui vient d'éternuer sans son micro. Donc tout ça, c'est des alternatives. C'est pas mettez tout dans votre objet de mail. Ne faites pas un objet de mail soumission de manuscrit suite à discussion avec, oui. avec Patrice de la Glande. Mon roman thriller accroche. Accroche. En 5 mots, grand maximum. Voilà, c'est ça. Choisir, c'est renoncer. Choisissez l'une de ces approches. Oui, je dirais soumission de manuscrit pour telle collection, c'est peut-être déjà une bonne base.
ou mentionner le nom de la personne avec qui on a discuté en amont, effectivement, comme tu disais. Sur le ton qu'on va employer, donc on a vu déjà, l'objet c'est très neutre en fait, c'est très factuel, et je pense que ça c'est quelque chose qui est valable pour tout ce qu'on va dire après, c'est que des documents de travail, c'est des documents professionnels. Vous n'êtes pas là pour vous saucer en fait. C'est-à-dire qu'à ce stade, vous essayez de vendre votre manuscrit, mais pas de vous vendre vous. Et c'est des documents qui s'adressent à des professionnels, aux éditeurs et pas encore aux lecteurs. Donc on n'est pas dans la promotion du texte. Je dis ça parce que je vois donc dans l'association de lecture de manuscrits dont je fais partie, on reçoit souvent, alors nous on n'est pas éditeur, on est juste relecteur, mais on voit déjà des gens qui essayent de faire comme si nous on était les lecteurs finaux du livre, et en fait ça fait plus sourire, pas forcément dans le bon sens qu'autre chose. Tous les trucs du style, oui, à lire absolument, le futur best-seller, un truc brillant et tout, comme si un éditeur avait écrit à votre place une 4e de couverture pour dire ça. Ça ne le fait pas en fait. Donc déjà, dès le contenu du mail, montrez que vous êtes quelqu'un de professionnel avec qui on va pouvoir travailler au niveau du ton. Et alors ensuite, quelles infos est-ce que vous diriez de donner dans le corps même du mail, et qu'est-ce qu'on met en revanche en pièce jointe? Comment est-ce qu'on fait la différence? Laure, si tu veux continuer sur ta lancée. Ouais, moi je m'étais dit, en fait, je trouverais ça intéressant en tant que personne qui reçoit ce mail, de voir, mais vraiment en une phrase, pas plus, mais de voir pourquoi la personne a choisi ma maison. Et donc, est-ce que c'est parce que c'est la ligne éditoriale? Est-ce qu'il y a une collection particulière? Enfin, en gros, comme une sorte de micro lettre de motivation, mais pour que je ressente que, en gros, c'est pas parce que la personne a vu la lumière et juste que je suis une maison d'édition et que lui, il a un manuscrit. Donc, je mettrai ça. Et moi, j'aurais tendance aussi à mettre, mais du coup, on va parler après, mais à mettre une ligne d'accroche. Enfin, un petit élément de quelque chose pour donner envie à la personne d'ouvrir la pièce jointe. En fait, à chaque fois, je me dis, il faut réfléchir en mode, je fais un objet pour donner envie à la personne d'ouvrir le mail. Une fois que je suis dans le mail, je lui donne envie d'ouvrir la pièce jointe. Ah, c'est intéressant l'idée de dire pourquoi j'ai choisi cette maison. Ça peut être, oui, comme on disait tout à l'heure, parce que j'ai rencontré tel éditeur, ou parce que la ligne éditoriale, ou parce que j'ai lu tel roman de telle collection et je me suis reconnue dedans au niveau des thèmes, par exemple, ou de l'approche, de la langue, j'en sais rien. J'ai toujours rêvé de publier chez vous. Bon, faut pas trop en faire non plus, mais en vrai... Oui, si vous envoyez à la NRF de Gallimard, peut-être. Bon. C'est la collection qui reçoit, je pense, à peu près 98% des manuscrits sur le marché, donc ça leur fera ni chaud ni froid. Mais voilà, je pense que d'être plus spécifique, effectivement, ça peut déjà montrer qu'il y a une recherche. Les filles, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, sur le contenu même du mail, l'objet, ce qu'on met dedans et ce qu'on met en pièce jointe? Non, pas plus que ça. Laetitia? Moi, j'ai pas, dans mon expérience vraiment ultra personnelle, j'avais vraiment rien mis dans le mail, quoi. Juste, veuillez trouver ci-joint le manuscrit, bien à vous, tu vois. J'avais pas mis d'accroche ou quoi que ce soit. Je dirais que ça peut dépendre aussi de si tu envoies directement dans une boîte de manuscrits. De toute façon, c'est a priori le stagiaire du service manuscrit qui va faire le tri. Et lui, de toute façon, il va ouvrir ton manuscrit parce que c'est son job, il est là pour ça, quel que soit le contenu du mail. Ou si tu as déjà eu, par exemple, une adresse un peu plus précise dans la maison d'édition, une adresse d'un éditeur, d'un assistant éditorial, où là, ça vaut peut-être le coup d'aller un petit peu plus loin, comme disait Laure. Ouais. Oui, de rappeler, de toute façon, effectivement, si c'est quelqu'un que vous avez vu en vrai ou que vous connaissez quelqu'un qui vous envoie vers cette personne, il faut le mentionner pour que la personne vous resitue, ne serait-ce que juste ça, de toute façon. Ouais. Ou même si vous avez... Ouais. Après, des fois, tu peux avoir une adresse mail que tu as réussi à dégoter parce que tu es débrouillard sur un fin fond de site ou que tu as compris quelle était la structure des adresses mail de la boîte et donc, en fonction du nom prénom de la personne, tu as réussi à trouver l'adresse. Mais oui, en fait, plus vous envoyez à quelqu'un, donc à une personne, plus il faudrait que le mail soit entre guillemets personnel, ou en tout cas un tout petit peu adapté et personnalisé. Ouais. Après, de mon expérience, et pour nuancer ça, je sais que tout
les mails qui arrivent dans les boîtes mails d'éditeurs sont directement forwardés à la personne qui est chargée de faire le tri, quoi. Donc, même si on a eu un échange avec un éditeur sur un salon, il y a de très grandes chances, je dis pas que c'est 100%, mais il y a de très grandes chances que l'éditeur reçoive le mail, se dise « Ah oui, tiens, c'est telle personne ». Et si t'es pas quelqu'un qui a déjà une relation construite avec cet éditeur, etc., ou quelqu'un qui a déjà publié, qui a déjà un nom, etc., il y a de grandes chances que ça se retrouve quand même sur la pile des manuscrits. C'est vrai. Donc, je pense que ça sert à rien d'en faire des caisses non plus, et que ce qui va se passer, c'est que dans 90% des cas, ton manuscrit va se retrouver sur la pile des manuscrits, et que c'est la personne en charge de ça, ou le stagiaire de la maison d'édition, ou voilà, qui va faire le tri de ton manuscrit avec tous les autres. Mais voilà, ça dépend des maisons et tout, mais dans mon expérience, ça se passe quand même beaucoup comme ça. Oui, sauf si tu as un contact vraiment qui t'a donné cette adresse. Je sais que par exemple, là, j'ai une ex-copine de prépa qui a écrit un manuscrit, et moi, je ne l'ai pas lu, mais je pense que je vais le proposer, en tout cas, l'adresse mail d'une éditrice de Noël, parce que je pense que ça pourrait coller vu les thèmes. Et ben, j'imagine que l'éditrice, pour le coup, comme ça vient de moi, et qu'elle me connaît, et qu'elle sait que c'est une copine à moi, elle va elle-même se pencher sur le manuscrit au minimum pour lui faire une réponse, sans le renvoyer à son stagiaire, quoi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de tri, là, c'est-à-dire que même si elle, a priori, elle sait qu'elle ne prend pas le manuscrit, en fait, c'est plus par rapport à moi que par rapport à la personne qu'elle va prendre le temps de faire cette réponse. Oui. Donc, c'est sûr que si vous avez quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'est quand même un petit avantage. Mais bon, on ne va pas s'étaler là-dessus. En gros, le mail, donc pro, on vous a dit les éléments de base à mettre dans l'objet, éventuellement voilà, quelque chose de très sobre ou personnalisé de manière simple, si vous écrivez à quelqu'un plus personnellement. On peut passer directement au pitch. Et là, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Laure, une mini accroche en une phrase, éventuellement à mettre dans l'email. Mais c'est vrai que souvent, le pitch, c'est plus quelque chose qu'on fait à l'oral, qui peut nous être demandé. Alors, je ne sais pas, vous, si on vous a déjà demandé des pitchs. Moi, je sais que, par exemple, sur les rencontres auteurs-éditeurs aux Imaginales, donc c'est un festival d'imaginaire où vous pouvez vous inscrire, il y a des places très limitées, et c'est comme un peu une espèce de speed dating entre auteurs et éditeurs, où vous allez pitcher votre roman à plein d'éditeurs. Je ne sais pas s'il y a d'autres cadres auxquels vous pensez, dans lesquels le pitch peut être utile. Un peu de la même façon, il y avait une éditrice qui avait fait une sorte de petit concours aussi, enfin c'est pas vraiment un concours, mais appel à texte sur Instagram, et je crois qu'il y avait aussi des pitchs à faire, ça me surprendrait pas en tout cas. Ouais. Oui, et puis les pitchs, ça sert aussi en salon, en vrai. Quand il y a des lecteurs qui demandent de quoi ça parle, en une phrase, ça permet de présenter un peu l'accroche de l'histoire. Ouais. Oui, alors là, tu veux dire quand on est auteur déjà publié et qu'il faut parler Oui, aux c'est lecteurs. les utilisations du pitch qu'on est amené à faire, ouais. Oui, sinon sur les salons, je pensais aussi à juste, justement, si tu t'es amené à rencontrer un éditeur, pour pouvoir lui parler très vite de ton roman et s'il est intéressé ou pas pour le recevoir. C'est vrai qu'on en parle beaucoup pour être publié, mais en fait, c'est hyper utile, même une fois qu'on est publié, de vraiment y réfléchir, en fait. Parce que finalement, il y a plein de fois où on doit pitcher son roman, même une fois qu'on est publié, on se retrouve un peu à poil, potentiellement. Et ça, d'ailleurs, c'est un salon, c'est ce que tu répètes beaucoup, quoi. Les gens arrivent, retournent ton livre, le regardent, tu leur pitches, quoi, pour voir si ça match ou pas. Enfin... Je fais que te répéter. Après, je trouve que, je sais pas, Marie, Laetitia, comment vous le vivez ou l'avez vécu, mais je trouve que mes pitchs, ils évoluent aussi au fur et à mesure du temps. Je l'affine. Parce qu'à force de dire un pitch au lecteur, on voit ce qui marche bien, ce qui capte leur attention, l'angle sur lequel prendre les choses, en fonction des types de lecteurs aussi. Je pitche pas forcément pareil un même roman. Je sais pas vous si vous faites la même chose. Je me souviens plus. Honnêtement, je sais plus. c'est intéressant parce que quand tu fais de la vente, c'est pareil. Mais je me souviens par contre que mes premiers pitchs étaient très très brefs parce que c'était vraiment le truc de en une phrase, et en fait quand tu parles à quelqu'un en face, je l'étoffais un peu pour un peu plus laisser la place de s'imaginer ça. Je faisais pas 5 minutes de speech, hein, mais j'étoffais un petit peu.
Moi, j'adapte un peu, ouais, j'adapte un peu à la personne en face. Et sinon, je me souviens, j'avais fait, je crois que c'était un TikTok un peu humoristique là-dessus, où en fait, les premiers lecteurs, tu leur parles pendant une demi-heure de ton livre, le deuxième 20 minutes, le troisième 10 minutes. Et en fait, à la fin de ta journée, tu fais genre, ouais, bah, c'est une histoire de montagne, mais c'est de la fantaisie. T'en peux plus. Ça me fait un peu penser au baseline de, de livres à l'américaine dont on parlait dans notre podcast. C'est oui, un univers entre telle œuvre et Harry tel Potter truc. et Des Game of mots-clés comme ça. En vrai, ça marche bien, je pense. Dire, c'est Orgueil et Préjugés qui ont fait Star Wars, un truc comme ça peut donner tout de suite des images, quoi. Bah, ça, c'est un type de pitch, en effet, de donner tout de suite des œuvres très connues entre lesquelles Ouais. ça peut se situer, comme ça on visualise directement. Ouais. Léa, tu Ou valides? des auteurs. Des auteurs. Ouais. Alors, tu parlais, Marie, d'un pitch qui peut s'étoffer aussi en fonction des gens ou des moments. Quelle longueur vous direz qu'un pitch doit faire si, par exemple, on se dit, voilà, on le met dans, que ce soit dans un email pour envoyer le manuscrit ou vous rencontrez un éditeur sur un salon? Alors, ouais, mais bonne question, parce qu'en fait, il me semble qu'il y a le pitch, il y a la prémisse, et il me semble que la prémisse, c'est un pitch un petit peu étoffé. Et en vrai, je sais pas si les éditeurs attendent plus l'un ou l'autre, mais je crois que la prémisse, c'est vraiment 4 lignes, quoi, 4-5 lignes grand max. Et pour moi, le pitch, ça tient en une phrase, quoi. Pour moi, la prémisse, c'est une phrase, tu vois, justement. Ça dépend Ah si c'est ouais? la prémisse selon Troubi. La prémisse selon John Truby, c'est effectivement une seule phrase et qui est très sur les thèmes et l'arc narratif général. Ah, c'est marrant. Et qui reprend même les archétypes. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez donc dans l'anatomie du scénario, mais il a vraiment au début, il dit genre, je sais plus, 10 archétypes de personnages. Et dans sa prémisse, il a toujours ça. Genre, je crois que pour Harry Potter, c'est un truc du coup assez. Oui, un jeune roi sorcier. Voilà, c'est ça. Un jeune roi sorcier découvre ses pouvoirs et vainc le mal par le pouvoir de l'amour, tu vois. C'est ça la prémisse selon Troubi. Je suis pas sûre que ça fasse un très bon pitch. Non. Ah, c'est marrant, je me souviens pas de cette. Mais du coup, j'ai dû avoir plusieurs sons de cloche sur ce qu'est une prémisse, du coup. Mais oui, mais du coup, c'est peut-être pas très vendeur, effectivement, si c'est à la Truby. Mais par contre, je suis assez d'accord, je sais pas ce que vous en pensez, qu'il y a, oui, il y a le pitch en une phrase vraiment accroche pour un mail ou pour vraiment parler à un éditeur comme ça en 20 secondes. Et le pitch un tout petit peu étendu en 4-5 phrases de ah tiens, ça m'intéresse, dis-moi en plus. Un peu comme tu disais Marie, en fait, pour donner plus d'éléments et donner à la personne en face de quoi s'y retrouver. Ouais, et pour moi, ce truc en 4-5 phrases, il se rapproche déjà beaucoup du résumé que tu pourrais faire de ton roman et que tu pourrais trouver en 4e de couverture. C'est vrai. Voilà. En gros, c'est les enjeux du début de l'histoire et 3-4 grandes questions de l'enjeu de ton personnage à la fin, quoi. En gros, c'est vraiment le début de ton histoire, le truc initial, et les 2-3 questions ou 2-3 trucs un peu en suspens de je te donne une idée de là où ça va aller, quoi. Des grandes tensions qui vont... Et je pense que tu peux te permettre aussi enfin, si c'est en 2-3 phrases, de terminer par une phrase qui décrit le type de roman que c'est. Et c'est ce que tu disais, Christelle, par contre, de faire attention à pas se saucer. C'est pas un roman extraordinaire, mais plutôt un roman qui parle de ça. Juste pour expliciter un peu le thème sous-jacent du roman. Ça dépend du type de pitch que tu veux faire, mais ça peut être un élément à mettre dedans. Ouais. Oui, je pense que c'est très important dans le pitch, effectivement, de parler des thèmes et pas juste de c'est machin qui fait ça et qui va à tel endroit dans un univers où il y a des faits. C'est un roman sur quelque chose. Ouais. Une thématique. Alors justement, qu'est-ce que doit contenir notre pitch pour être intéressant? Est-ce que justement on va partir des personnages? Est-ce qu'on part du thème? Est-ce qu'on part de l'univers? Moi, je pense que ça doit contenir un peu tout ça déjà, du coup. Comme une bonne 4e de couverture le fait. Ça te parle du protagoniste ou des protagonistes, mais ça se concentre plutôt sur le plus important. Ça va te présenter l'univers avec 2-3 mots bien choisis ou voilà.
Et à la fin, ça va toujours être l'enjeu du récit et c'est hyper important de le mettre, quoi. Tu peux pas t'en passer, en fait. Si par exemple, je dis n'importe quoi, mais si c'est un enjeu de loyauté, il va falloir avoir une question à la fin ou une phrase ouverte avec des points de suspension ou n'importe quoi qui va dire ça va parler de ce thème-là. Ou alors, si c'est, j'en sais rien, une lutte de succession pour le pouvoir, il faut que le lecteur il le comprenne à la fin du pitch et qu'ils disent ah ok, ça parle de ça. Et je trouve que c'est en ça où c'est intéressant, même si c'est très cliché et éculé de dire entre telle œuvre et telle œuvre, parce que si ton grand thème ou voilà, le grand thème qui va sous-tendre ton récit, c'est le même qu'une de ces grandes œuvres, le lecteur il va directement faire la connexion en se disant ah oui, si c'est, j'en sais rien, si ça ressemble à tel roman, c'est que probablement ça va me parler des mêmes thèmes. Le conflit intérieur du personnage, ça va probablement être quelque chose qui va y ressembler. Ça m'a plu dans ce roman-là, donc potentiellement peut-être que ça va me plaire dans celui-là aussi. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres points de vue, mais Ça peut être un peu casse-gueule, ouais. Bah, je pense que si tu précises un tout petit peu, genre, par exemple, une ambiance à la Game of Thrones et des personnages à la, j'en sais rien. Oui, ouais. Voilà. Peut-être que c'est un peu, tu peux un peu plus choisir dans telle œuvre qui t'a inspiré ou ce dans quoi. Parce que si tu dis juste une fantaisie à la Game of Thrones, ça contient beaucoup de choses et puis ce sera peut-être pas, peut-être aussi sombre, peut-être que il y aura pas autant de points de vue et tu sais pas ce que la personne en face va associer à telle œuvre spécifiquement. Et sur la fantaisie ou l'imaginaire, je sais que j'ai souvent entendu qu'il faut éviter de commencer par dans un univers où nanani nanani nanana, parce que en fait ça dénote le fait que peut-être que dans votre écriture vous partez aussi de l'univers et donc que vous êtes dans l'écueil de ce roman est d'abord un espèce de guide touristique d'un univers et que les personnages sont au second plan. C'est marrant, ça me rappelle l'épisode qu'on avait fait sur les débuts d'histoire, où on se disait que c'était bien de commencer par le personnage. Ouais. C'est marrant parce que je suis un... Vas-y, Léa. Non, pardon, je disais, c'est marrant, je suis en train du coup de re-regarder parce que en fait, j'en avais fait un pitch pour un manuscrit, le fameux manuscrit de fantasy sur lequel je bosse depuis longtemps, que j'avais envoyé à un concours Rajo. Et je me rends compte qu'en fait, il était assez long, mon pitch. Hein. Il faisait 5 ou 6 phrases au moins. Après, est-ce que vous trouvez ça intéressant que je le lise? En vrai, je veux bien me prêter à cet exercice et que vous me disiez ce que vous en pensez. Après, que vous critiquiez les trucs que vous trouviez nuls et au contraire que vous disiez peut-être aux auditeurs ce que vous trouvez bien dedans. Je sais pas. Moi, je suis prête à me... Allez, je le lis, ça va pas être très long. Mais en termes de contexte, juste, donc c'était un concours pour Rajo et c'était la seule chose qui t'était demandée en plus de ton premier chapitre, c'est ça? Alors, c'était pas la seule chose qui m'était demandée. Il y avait plein de choses qui m'étaient demandées. Il y avait un pitch, du coup, tous les trucs un peu classiques, un pitch, une bio, le premier chapitre et le synopsis du roman. Ok, donc il y avait pitch plus synopsis. Ouais. Okay. Bon. Voilà. Ok. Ouais, quand même. Ouais. Donc, j'y vais. Vas-y, on t'écoute. Orpheline d'une nation embourbée dans un conflit interminable, Jill est chargée de voler un artefact qui pourrait renverser le cours de l'histoire. Déjà, ça pourrait être un pitch. Mais je continue. Élevée par une guilde de voleurs, l'adolescente n'est hélas pas la dague la plus affûtée de la ceinture. Inexpérimentée et trop gentille, elle n'a qu'une qualité, son âge. Pile le bon pour parvenir à se faufiler entre les branches acérées du Val sauvage et prétendre devenir l'apprenti du mystérieux magicien qui aurait caché sa cible. Déchirée entre sa loyauté envers ses impitoyables commanditaires et le monde caché qu'elle va découvrir, Jill va danser sur le fil du rasoir. Car si elle ne veut pas perdre la vie et la face, il va falloir choisir qui trahir. Voilà. C'est un peu long. En fait, c'est presque un résumé, je trouve, plus qu'un pitch. En fait, c'est vraiment un résumé et je me rends compte que j'ai trop la déformation professionnelle d'écrire des résumés, peut-être, pour faire des bons quatrième, en fait, c'est ça que tu as fait. J'ai fait un peu une quatrième de couverture en vrai et c'est en ça où je dis, en fait, finalement, un bon pitch, c'est une quatrième très, très raccourcie. Parce que là, on pourrait virer plein de trucs, mais il y a un peu quand même protagoniste, situation initiale et grand enjeu du récit, quoi. Et même si on pourrait raturer, j'ai l'impression que c'est un peu ça que ça doit contenir un bon pitch. Mais voilà, peut-être vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi et c'est totalement OK. On t'entend plus? T'as ton micro coupé?
Pardon. Non, je disais juste que je pense que tu avais raison à la fin de ta première phrase quand tu as dit limite un pitch, on pourrait s'arrêter Oui. là. Peut-être en rajoutant juste le côté, voilà, elle est chargée de voler un artefact qui pourrait changer le cours de l'histoire, sauf que ce n'est pas la dague la plus affûtée du tiroir et qu'elle va se retrouver prise dans un conflit de loyauté, tu vois, par exemple. Oui, Comme bah, ça, en gros, c'est ça. Elle va Voilà. devoir Ouais, choisir. ça la caractérise un peu déjà. Et le fait reste, qu'elle en est fait, petite et que c'est son âge qui la rend. Enfin, ça, c'est peut-être limite un peu trop. Ça, Oui. mais en quatrième, ça donne grave envie, mais pour pitcher le truc, tu Ouais. peux peut-être aller plus court, quoi. Carrément. Là, je le trouve hyper compliqué, moi, l'exercice du pitch. Ah ouais. C'est un peu Non, comme. c'est dur. Alors, c'est un peu comme si on devait résumer son histoire en une nanofiction quelque part, je trouve. Réussir à vraiment extraire ce qui fait l'intérêt de l'histoire et s'arrêter quand même sur un truc Sauf que tu donnes pas la chute, quoi. Enfin, Voilà, tu donnes pas la chute, mais tu donnes un petit truc à grignoter pour avoir envie de. tu donnes des 3 petits points de suspension, en fait. Le C'est pitch, ça. si ça devait se résumer, c'est. ouais, je trouve que ce qui est dur, c'est d'arriver à savoir, à sortir du général, en fait. De la généralité, du style, c'est un roman sur la famille et la résilience avec une héroïne forte dans la Seconde Guerre mondiale. Parce que ça, des Je pense romans que qui c'est. peuvent Ouais, être décrits comme ça, il y en a faire. des centaines, quoi. Mm. Donc, là, tu l'as pas fait, mais de toute façon, c'était pour un roman jeunesse, fantasy, a Oui. priori, donc c'était pas nécessaire, mais je pense qu'on pourrait inclure le genre du roman. Oui. Et ouais, et se concentrer sur ce qui fait vraiment, ce qui différencie votre texte. Si ça parle d'un thème d'actualité ou si vous avez un élément perturbateur qui est hyper choquant, un retournement, je sais pas, au premier quart du livre qui lance l'histoire, bah, faut le dire. Si c'est, je sais pas, sur un lieu géographique qui est peu traité, si vous abordez un sujet sous un angle particulier, c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir se concentrer dans le pitch. Parce que là, voilà, typiquement, Léa, ta première phrase, on est sur de la fantaisie classique, sauf que c'est pas la dague la plus affûtée du tiroir. Tout de suite, il y a un élément perturbateur, il y a quelque chose qui se dégage avec un petit peu d'humour, avec un personnage qui va être un peu décalé. C'est pas la Marie Sue, l'héroïne parfaite, hyper badass qui va tout réussir. Donc tout de suite, ça donne c'était l'idée. Originalité. Un ton. Un Aussi, ton. et une originalité, ouais, je suis d'accord. Et si vous avez un ton particulier dans votre roman, faut pas hésiter à le faire transparaître à travers le pitch parce qu'on parle beaucoup de fond, mais c'est aussi une histoire de forme, de séduire. Et du coup, si vous avez une plume ou un humour, faut pas hésiter à essayer de le faire déjà transparaître dès cette petit pitch parce que ça va interpeller aussi votre éditeur. Voilà. Ouais, carrément. Et je dirais aussi d'éviter. Bah, tu vois, on a le seul nom propre qu'on a, c'est Jill, je pense. Oui. Mais t'as pas dit de la nation, de machin, du rhino coucou, voilà, ensuite elle monte. Et le magicien Merlin de la forêt, de machin, de trucs. Franchement, évitez quoi. Ça sert à rien, ça complexifie pour rien. Et d'ailleurs, je pense que le fait de se poser comme contrainte d'éviter trop de noms propres, ça oblige à se concentrer sur l'essentiel et à pas partir sur des personnages secondaires où on se dit oui, mais du coup, j'ai deux personnages et si je dis il aux deux endroits, on ne sait plus de qui je parle, donc je suis obligée de remettre le nom de la personne. C'est que déjà, le pitch, il est peut-être un peu compliqué. Après, il y a sans doute des contre-exemples à ce que je raconte, mais enfin, je sais pas, un pitch, je pense que c'est censé rester assez simple. Ouais, c'est clair. Je pense que si jamais il y a un nom, c'est le nom du protagoniste et c'est tout. Ouais. Voilà, je suis d'accord. Et ouais. Ça peut parfois être pas mal un prénom parce que ça te crée, c'est un peu con, mais je trouve que ça crée un lien. Donc, oui. Enfin voilà, pas contre le prénom, mais juste le protagoniste. Il faut en effet être enlever le mot, enlever le gras. Ouais, Laure, tu parlais aussi de date éventuellement. Ouais, bah pour quelques. Après, c'est ce qu'on parlait des trucs de genre. Je trouve que c'est sur de l'historique, ça peut être pas mal de mettre en gros le contexte quand même. Enfin voilà, donner un peu. Ouais. Un peu de contexte. Et
Et dans nos notes d'épisode, Laure, tu as écrit quelque chose d'intéressant qui est de donner envie de lire, être un peu mystérieux, jouer sur le suspense. Ou c'était peut-être toi, Laetitia, je sais pas. Non, c'était Ouais. jouer Si, sur le suspense, mais pas être trop vague non plus. Alors, en fait, c'est dur, je trouve, parce que du coup, c'est vrai qu'on se dit, il faut pas être trop dans les généralités. En même temps, tu veux pas tout dire non plus dans un pitch. Donc, il faut réussir à dire, par exemple, elle découvre un secret, mais si on dit juste ça, c'est pas très intéressant. Donc, il faut en dire un petit peu plus quand même pour catégoriser un petit peu, par exemple, le secret que découvre la personne, mais pas raconter tout le truc non plus dans un pitch, puisque ça doit rester quelque chose de court et impactant. ouais, je pense qu'il faut qu'on puisse quand même catégoriser le roman et en avoir une bonne visualisation à l'issue du pitch. Tu vois, si le secret, c'est genre secret de famille, en fait, elle a une sœur cachée, ou si le secret, c'est il y a un cadavre dans son placard et en fait, son mari, c'est un serial killer, c'est pas le même genre de et oui, les 3 petits points pour ça, c'est un peu piégeux parce que ça peut arrêter le pitch un peu trop tôt, en fait. Ouais, c'est vrai. Passer dans la généralité. Des fois, il faut mieux aller un petit peu au-delà des 3 petits points et dire la chose. Un peu comme les cliffhangers, en fait. Juste, il ouvrit la porte et 3 petits points, c'est pas un cliffhanger. Il ouvrit la porte et il y avait un cadavre dans le placard. Ça, c'est un cliffhanger. Ouais. Donc finalement, est-ce que le pitch n'est pas un cliffhanger à lui tout seul? Ouais. Pour donner envie de lire la suite. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner à nos auditeurs sur le pitch? Non, on a fait à peu près le tour. Oh, c'est bon, je pense. Ouais. C'est vrai que c'est un exercice assez périlleux et qui en fait demande beaucoup de travail. C'est très très court, mais justement comme chaque mot doit être pesé, ça demande beaucoup de travail. Et je pense que ça peut valoir le coup de le tester beaucoup beaucoup auprès de gens pour voir justement ce qui marche pas, qu'est-ce qui retient l'attention des gens. Ouais. Vous les perdez, quels éléments sont les plus percutants pour vous concentrer dessus. Bon, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous direz qu'il faut inclure ça du coup dans le corps de votre mail quand vous envoyez le manuscrit, même si c'est pas demandé? Moi, personnellement, je pense que c'est bien de le faire. Encore une fois, il faut que ce soit un pitch court, hein, comme on a dit, quelques phrases, 3-4 maximum. Mais je pense que si on arrive à le faire, c'est vraiment bien de le faire. Ça va donner envie, comme disait Laure tout à l'heure, à l'éditeur d'ouvrir le manuscrit. Ouais, en fait, je trouve que c'est vrai que on est toujours un peu ambivalente forcément, mais enfin, on se disait probablement que vous allez finir finalement dans la boîte mail du stagiaire du service des manuscrits, mais en même temps, même ce petit stagiaire au service des manuscrits, c'est sympa de lui donner envie de lire aussi. Donc, c'est des trucs où ça peut sembler un peu fastidieux et c'est beaucoup de boulot de faire un mail, de le personnaliser en fonction de la maison, d'écrire ce petit pitch potentiellement dans le corps de mail, mais c'est des trucs, si c'est bien fait, ça peut pas vous desservir. Peut-être que ça vous servira pas, mais concrètement, je pense que ça peut pas desservir. Et vu la compète que c'est, finalement, est-ce qu'il vaut pas mieux mettre toutes les chances de son côté et en effet écrire un petit pitch dans son mail Ouais, puis si ça dépasse le stade du stagiaire et finalement il se dit ah le roman est cool, je vais le forwarder à mon éditeur, peut-être qu'il va forwarder pas juste la pièce jointe mais le mail entier et que du coup l'éditeur va se retrouver avec c'est vrai. Ou à l'inverse, si vous avez un mail du coup de l'éditeur et que l'éditeur il le renvoie vers son stagiaire, peut-être qu'il lui dit le pitch a l'air sympa. Le pitch a l'air sympa, lis-le en prio. Et mine de rien, ça vous fait peut-être gagner 3 mois sur la des manuscrits. Ouais, puis même je trouve que c'est toujours bien d'avoir un pitch en tête pour son roman, justement parce que si dans une situation, je sais pas, t'es à un dîner et puis d'un coup il y a quelqu'un qui dit ah oui moi je travaille dans l'édition, bah t'es pas là genre oh j'aurais dû penser à mon pitch, tu l'as. Et puis même je sais pas, c'est quand même assez valorisant quand t'es juste avec des gens qui disent ah t'écris un roman et ça parle de quoi? De savoir répondre et de voir la petite étincelle s'allumer dans l'œil des gens, de dire ah ça a l'air trop cool et pas juste de s'embourber dans une espèce de résumé fastidieux où on sait plus quoi dire parce qu'on stresse. Donc ouais, je trouve l'exercice du pitch, il est bien même pour soi, pour savoir il raconte quoi ce roman au fond en fait, c'est quoi le propos principal, c'est quoi la colonne vertébrale de mon roman. Ouais. Laure, tu nous proposes un petit jeu sur Non, franchement, on n'est pas obligé de le faire. En vrai, en plus, je les trouve pas forcément extraordinaires, mais j'ai demandé à ChatGPT des conseils pour écrire des pitchs. Et lui, direct, il m'a pondu des exemples.
Et en vrai, je trouve que c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a des bons débuts, mais que c'est trop. Enfin bon, bref. Je vous les soumets et puis on peut en discuter vite fait. Pour un thriller, une avocate brillante voit son monde s'écrouler quand elle découvre une lettre d'aveu de son mari pour un meurtre qui n'a pas encore eu lieu. En vrai, moi, je le lis le roman. En vrai, ouais. Mais je trouve que du coup, c'est Attends, à une la lettre fois d'aveu bizarre, pour un mais meurtre c'est qui n'a pas super encore eu lieu. bizarre. En fait, du coup, il faut expliquer un peu pourquoi, je trouve. Tu vois. Oui, mais du coup, c'est t'as un envie, bon pitch, je trouve. Ouais, t'as envie de poser la question, attends, mais comment c'est un bon pitch, encore mieux mais Ouais, c'est ça. Fantasy. Depuis son enfance, Alix voit des ombres que personne ne remarque, jusqu'au jour où l'une d'entre elles lui parle. Alors déjà, on dirait plus du fantastique que de Oui. la fantasy. Ouais, c'est vrai. Ça relou. Et chat, tu classes pas correctement les... Je suis beaucoup moins convaincue par celui-là parce que justement, il est plus généraliste et je comprends pas l'enjeu du roman. Il n'y Ouais. a pas de. Ouais. Il n'y a pas d'originalité en fait qui se dégage. Ouais, à la Ouais, limite, si faut par peut-être exemple, dire, elle lui dit quoi, La structure est bien. ou c'est quoi le... ouais, ou alors un truc beaucoup plus simple, Alix, elle parle aux ombres qu'elle voit autour d'elle, et un jour, il y en a une qui lui répond. Par Ouais, mais là, exemple, du coup, tu réécris le roman, là. C'est pas l'idée de la personne. Genre, mais oui. Je sais pas, je trouve que moi, ça m'intriguerait plus en tous les cas que ça. Enfin, je sais pas, Ouais, l'idée voilà. qu'elle cherche à communiquer, elle n'y arrive pas, et qu'un jour, il y en a une qui lui répond, pourquoi celle-là lui répond et pas les autres, Ouais, Ah. Ouais, ça c'est ça intriguant. m'excite plus, en Ah, tous il y les a cas, peut-être un... intellectuellement. Bah, tout de suite, il y a un enjeu, ouais. Ouais. Alors, ou Oui, c'est alors, vrai, il y a un jusqu'au enjeu. jour où l'une d'elles lui annonce que... Mais peut-être, ouais. Ouais. Oui, il Là, faudrait qu'elle lui dise. Enfin, faudrait préciser ce qui est dit, je pense. Ouais. Et comme c'est de la fantaisie, elle lui dit tu es l'élu d'un monde parallèle que la Là que prophétie. tu voyais les ombres. Il faut la renommer parce que Alix, ça marche pas. Il faut rajouter une apostrophe. On va l'appeler Alax. On peut l'appeler Ténébra. Alors, en romance, elle est persuadée qu'il est l'homme parfait. Il a bâti toute leur relation sur un mensonge. Qui craquera le premier? Bah, du coup, ça va être lui, non? Elle a pas besoin de craquer, elle est pas au courant a priori. C'est vrai. ChatGPT, là, il a chié dans la colle. Hein. Il faudrait remplacer la dernière phrase par un vrai truc. Ou alors, elle était persuadée qu'il était l'homme parfait. Hmm. Elle s'aperçoit qu'il a bâti toute leur relation sur un mensonge. Et quelle va être sa vengeance? Qui craquera le premier? Genre, est-ce qu'elle va lui dire je sais que t'as menti? Est-ce que lui, il va percer sa carapace? Mais Un peu tordu. problème de code de sens. Sinon. Ouais. Et en dystopie, Ouais. dans un monde où chaque émotion est contrôlée par le gouvernement, une jeune femme retrouve un vieux carnet et découvre ce que signifie réellement aimer. Aucun il n'y a rien. Waouh. Bon, déjà, ça commence par dans un monde. Oui, c'est vrai. non, mais, ouais, déjà, dans un monde où chaque émotion est contrôlée par le gouvernement, pitch de 95% des dystopies, une jeune femme retrouve un vieux carnet. Pitch de 95% des romans Charleston. Et découvre ce que signifie réellement aimer, mais quel rapport? C'est quoi le. Ouais. Bah non, mais parce qu'elle sait pas ce que c'est, les vrais sentiments, puisque Parce que les émotions sont contrôlées par le gouvernement. Et donc, probablement que l'amour est proscrit ou bien il est dicté par les... Et dans le carnet, c'est une histoire d'amour. Et du coup, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces sentiments entre les gens? C'est bizarre. Trop de promiscuité. Et finalement, son cœur se réchauffe. Enfin, je trouve qu'il faut vraiment... faut vraiment beaucoup réfléchir et beaucoup se poser de questions pour le coup sur un pitch comme ça pour comprendre de quoi ça parle concrètement. Enfin, pour se faire une idée de l'intrigue. Non, vous trouvez pas? Oui, parce qu'à la première lecture, tu te dis juste, bah, c'est une romance en fait. Ouais. Bah après, t'as pas mal de trucs dystopiques qui sont des romances en vrai, mais oui. Mais en plus, ça veut dire quoi? Découvre ce que signifie réellement aimer. Est-ce que c'est dans le carnet une histoire qui est racontée, qui parle d'amour? Ou est-ce que ça va lui faire découvrir l'amour parce que dans sa vraie vie, enfin, tu vois, c'est bizarre. Ouais, ça manque de clarté, on ne comprend pas. Ouais. Oui.
Mais c'est un bon exercice, je trouve. Merci Laure d'y avoir pensé. J'ai l'impression que globalement, Chat, il est meilleur sur les accroches de thriller. En vrai, il y a plein d'accroches de thriller où je me disais ah ouais, ça a l'air pas mal. Peut-être que ça a déjà été écrit 12 000 fois, mais comme je lis moins de thrillers, je suis plus facilement éblouie, je pense. Peut-être, ou alors peut-être que c'est un genre qui est. Parce que si, on l'a pas dit, mais il y a des genres, je pense, qui sont plus faciles à pitcher que d'autres. Les genres où tu as des retournements de situation, justement comme ça, où c'est très des genres à intrigue, bah forcément, c'est plus facile. Plot-driven, ouais. Voilà, si c'est un roman de littérature générale très poétique et contemplatif, bonjour pour trouver un pitch percutant, quoi. Donc, c'est vrai que c'est... Ouais. Quand il y a des éléments d'intrigue très forts, effectivement, c'est plus facile à pitcher. D'ailleurs, il a proposé thriller, fantasy, romance, dystopie, c'est que des littératures de genre. Ouais. Il m'a pas proposé. J'aurais dû lui dire est-ce que tu peux me faire quelques pitchs de blanche, mais vraiment blanche. Ouais, d'autofiction, de trucs comme ça, parce que c'est plus difficile pour sortir. Parce que souvent, c'est l'angle et la manière de traiter le sujet qui vont être intéressants. Le fond, oui, ça va peut-être être un quadra qui se retrouve divorcé et qui retrouve un sens à sa vie en se baladant dans les rues de Paris. Mais peut-être que dit comme ça, c'est hyper nul, mais qu'en fait, le traitement va être incroyable et qu'on va pleurer toutes les larmes de notre corps, et ça, on le sait pas sur un pitch. Ouais. Donc, c'est vrai que d'ailleurs, si vous écrivez un roman plus comme ça, je pense qu'il faut se concentrer moins sur l'intrigue et tout, et vraiment plus sur le ton. Oui. Et ouais, sur l'angle sur lequel vous abordez les choses. Et c'est là que de dire c'est dans la veine de telle œuvre, de tel courant littéraire, de tel auteur, ça peut être intéressant aussi. Tout à fait. Oui. Passons au synopsis. Alors, le synopsis, c'est quoi concrètement? Vaste programme. C'est pas un résumé, c'est pas une quatrième de couverture, c'est vraiment un document de travail qui raconte tout votre roman de A à Z. Alors c'est pas le roman, mais en tout cas c'est un résumé complet qui spoil et qui est fait pour ça en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas là tant pour donner envie à l'éditeur de lire le roman que pour lui donner une vision claire de tout ce qui va se passer. Et je trouve que c'est bien de l'avoir en tête avec le pitch, un peu comme on se disait, il y a le pitch en une phrase, ah tiens, dis-moi en plus, le pitch en 4-5 phrases, et ah tiens, mais dis-moi encore plus. Peut-être que là, c'est bien d'avoir à peu près en tête son synopsis, même si c'est plus long. D'ailleurs, en termes de longueur, moi je dirais 1 ou 2 pages, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi j'avais mis 2 pages max aussi, ouais. Ouais, 2 pages max, c'est souvent ce qu'on entend. Et idéalement, 1 page, c'est bien. Et ne trichez pas en mettant encore 8. En interligne 0,5. Et oui, alors sur le fait on peut tout spoiler, alors jusqu'où on va justement dans le spoil, est-ce qu'on garde quand même des petites surprises ou pas? Laetitia, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Non, mais je sais qu'on a eu un petit débat, toi et moi, là-dessus, sur notre projet, où voilà, toi, tu avais envie de garder quand même une petite surprise en disant non, mais c'est quand même c'est un twist, c'est bien si on garde la surprise pour l'éditeur. Et moi, j'ai plaidé le fait qu'au contraire, dans le synopsis, il fallait vraiment tout mettre et pas garder de suspense. Pour moi, le synopsis, il n'y a pas de suspense à garder, il faut vraiment que l'éditeur il ait toutes les infos. Parce que, comme tu dis, ça sert à ce qu'il ait la vue sur toute l'histoire, en fait. Et qu'il ait une bonne idée des enjeux directement, quoi. Ouais. Oui, et en l'occurrence, du coup, on a mis effectivement ce petit twist dans le synopsis. Là où c'était particulier, c'est que d'une part, c'était un twist qui n'est pas essentiel à l'intrigue. Enfin, avec ou sans ce twist, l'intrigue, elle se tient à peu près pareil. Et d'autre part, on était dans un cadre particulier où c'est une éditrice qui nous avait contacté, qui attendait notre roman. Donc je sais pas, pour moi c'est un peu différent quand tu es déjà en contact avec un éditeur ou que tu es déjà dans le milieu et quand tu proposes un manuscrit qui sort de nulle part, je trouve, où tu dois un peu plus faire tes preuves. Et moi j'aimais bien l'idée aussi de garder pour la lecture un petit effet waouh. Un petit effet à la fin de c'est pas juste ah bah oui c'est exactement ce à quoi je m'attendais en lisant le synopsis, mais une espèce de re-surprise et ah ouais c'était vachement bien grâce à ce petit twist qu'on n'aurait pas mis dans le synopsis. Mais voilà, ça c'est vraiment du détail. Mais en tout cas c'est sûr qu'en 1 ou 2 pages de synopsis il va falloir choisir ce qu'on va mettre dedans.
Et donc, qu'est-ce qu'on met dedans? Ça. Déjà, moi, je voulais juste rappeler un truc, parce que contrairement à ce que vous avez dit sur le pitch, où moi, je connais un peu moins le pitch, mais sur le synopsis, en tout cas, il faut pas, pour moi, en tout cas, il faut pas du tout faire ce que disait tout à l'heure Léa sur le pitch. C'est-à-dire, on n'est pas là pour montrer votre plume, en fait. On n'est pas là pour faire vos plus belles métaphores. Il faut que ce soit tout l'inverse de ça, en fait. Il faut que ce soit le plus neutre possible. En fait, l'objet, là, c'est pas de montrer votre style, c'est pas de montrer votre plume. C'est vraiment que l'éditeur ait une idée du scénario, de là où va l'histoire et du destin des personnages. Oui, là, on n'est pas sur la chair du récit, on est vraiment sur le squelette, quoi. Sur les mécaniques de l'histoire. C'est ça. Ouais, c'est la réalité pas glamour quand on soulève le capot de la voiture et qu'on regarde le moteur qui est en dessous, quoi. Tu veux continuer sur ta lancée, Laetitia, sur ce qu'on met dedans ou pas? Moi, mon idée, c'était parce que un peu ce que tu avais commencé à dire, que c'est impossible, qu'il faut faire votre deuil de toute façon de parler de tous vos personnages, de tout ce qui se passe dans le roman. Vous pouvez laisser tomber cette idée. Et d'ailleurs, j'espère pour vous, puisque c'est pour ça que vous avez écrit un roman entier. Donc là, le projet, c'est pas ça, quoi. Là, l'idée, c'est d'aller à l'essentiel et que quand l'éditeur lit votre synopsis, il ait une idée des enjeux. Donc moi, je dirais vraiment, voilà, il faut qu'on retrouve les trucs de base. Hein, qui est le héros, c'est quoi son objectif, sa quête, c'est quoi son antagoniste et où va l'histoire, quoi. Qu'est-ce qui se passe voilà. Tout ce qui est intrigue secondaire, tu dirais qu'il faut le mettre dedans ou pas? Ou peut-être même faire un paragraphe pour dire en parallèle, tel et tel truc qui se passe et qui développe le thème de non, tu vois. Ah, bonne question. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. C'est un paragraphe, ouais. J'aurais tendance à dire que ça dépend peut-être de l'importance que ça a dans le roman, non? Enfin, s'il y a carrément des chapitres de temps en temps pour ces personnes-là, il faut y aller. Mais si c'est, je sais pas, un paragraphe en parallèle, ça me semble bien si c'est pas plus que ça. Ouais, c'est ça. Je pense que ça dépend aussi de votre place, comme tu dis, de la place que ça a dans l'histoire et la place que vous avez en termes de. Si vous êtes déjà à 2 pages, ben tant pis. Non, du coup, on sépare de ça, quoi. Mais si, au contraire, il y a vous avez la place de mettre ce paragraphe, pourquoi pas. Et est-ce qu'on parle des thèmes dans le sens, est-ce qu'on se concentre vraiment sur il se passe ceci, il se passe cela, ensuite il va à tel endroit, il fait ça, ou est-ce qu'on dit il passe par cette étape de l'intrigue qui permet de développer tel et tel thème grâce à la rencontre de tel personnage Moi, j'aurais tendance à rester factuel, juste à dire il se passe ci, il se passe ça. Ouais. Les thèmes, pour moi, c'est peut-être plus dans la présentation globale. Mais ça reste mon avis. Ah, c'est marrant, ouais. Moi, j'aurais pensé à plutôt développer... Pas faire un commentaire de texte, mais juste du coup à... Parce que sinon, je trouve que ça fait un peu liste... Mais je sais pas. Ouais, c'est ça. En fait, ça faisait partie de mes questions. C'est comment on évite que ça fasse juste... Oui, liste de il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et de donner quand même une idée de l'enchaînement des événements, des liens de cause à effet. Moi, je pense que tu synthétises énormément en faisant cet exercice. Et en synthétisant, tu n'as d'autre choix que de faire ce petit discours critique d'une manière ou d'une autre, en fait. C'est, là, je sais pas, je reparcourais pendant qu'on discutait mon synopsis, du coup, le fameux que j'avais envoyé au concours, là. Et à la fin, c'est... mon héroïne, finalement, il lui est arrivé ça et elle comprend qu'elle a plus à apporter en faisant ça elle a plus en gros à gagner avec l'option A qu'avec l'option B. Et donc, entre guillemets, c'est très, voilà, la morale de l'histoire, c'est ça. Et Et je pense que tu as, à un moment, si tu veux être vraiment dans le résumé il y a cette option-là, enfin, je sais pas comment dire, mais je sais pas trop comment l'articuler de manière idéale, mais en gros, c'est que en synthétisant, tu n'as pas d'autre choix que d'être un peu dans le commentaire de ton propre texte à certains moments. Ouais, parce que je pense que c'est pas juste un résumé de ce qui se passe, mais de pourquoi ça se passe à chaque étape en termes d'enjeux des personnages, si on veut, narratif. Ouais, de structure, et de l'évolution notamment du personnage principal, si c'est un roman qui est construit là-dessus.
Parce que sinon, si c'est juste un enchaînement d'actions et qu'on n'a pas le pourquoi derrière, on manque ce lien organique de cause à effet, de c'est un roman qui se tient d'un bout à l'autre. Un peu dire, il se passe ça, et du coup, ça lui fait réaliser que, et c'est quelque chose moralement intéressant pour telle raison. Oui, et du coup, il enchaîne sur telle autre action et rencontre tel personnage qui lui fait revoir la vie, et donc... Ouais. Ouais. Je pense que ce que vous pouvez vous épargner, c'est le comment. C'est pas la peine d'expliquer. Enfin, j'avais pris un exemple débile, mais d'une princesse qui sauve un prince, quoi. Et ça sert à rien d'expliquer comment, genre en se déguisant en chevalier, la princesse participe au tournoi des 6 palais et trompe l'attention des gardes lors de l'entracte et s'introduit dans la cellule où le prince est retenu. Nanana. Vous pouvez juste écrire la princesse parvient à sauver le prince. Enfin, vous voyez, genre, le comment, ça, ce sera dans le roman, quoi. Ouais. Ouais, c'est une bonne manière de le voir. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi, mais effectivement, le comment, c'est pour le roman. Je trouve que c'est une bonne manière de résumer. Ah oui, et moi j'ai un truc, juste un truc que je trouve important à rajouter. Si vous avez des grands mouvements narratifs dans votre projet, si par exemple vous avez 2 grandes parties ou 3 grandes parties ou 4 grandes parties, j'en sais rien, c'est intéressant je trouve, de les incarner dans le synopsis en faisant 4 grands paragraphes ou en gros, si vous avez des mouvements à l'intérieur de votre texte, n'hésitez pas à les faire refléter dans le synopsis, c'est intéressant et je pense que d'emblée, ça permet aussi à l'éditeur de voir comment un peu l'ouvrage est découpé. Voilà. Yes. Dernier conseil, chose importante à savoir sur le synopsis. Moi, mon conseil, et en fait, Léa a commencé un tout petit peu à l'aborder, c'est un conseil hyper pratique, mais genre, pour faire vraiment l'exercice, moi, je vous conseillerais de faire d'abord une première version où vous mettez un peu tout ce que vous avez envie de mettre, quoi. Vous essayez de raconter l'histoire une première fois comme vous le sentez, donc vraiment du début à la fin en spoilant tous les trucs importants. Et ensuite, vous partez de cette version et vous la réduisez, en fait, genre phrase après phrase. C'est ce que disait Léa quand elle t'a dit c'est un travail de synthèse. En fait, c'est exactement ça. Et donc, vous rayez au fur et à mesure tout ce qui est inutile, tout ce que vous pouvez supprimer sans que ça bloque la compréhension. Et ça, je pense que concrètement, ça va vous aider à garder que l'important, quoi. La substantifique moelle. Ouais, c'est un bon conseil, ça. Plutôt que de se dire tout de suite, je vais faire un truc hyper à l'os et tout. De faire l'inverse et de dire, je vais tout mettre et après, je vais dégraisser. Ouais. Et on termine avec la note d'intention, qui est, je crois, plus rarement demandée. Je ne sais pas si vous avez la même impression. Ouais. Ça me dit rien, moi, la note d'intention. C'était assez classique, je pense, à l'ancienne. Ouais. Pour moi, finalement, c'est un peu devenu le mail, ce qu'on va mettre en corps de mail ou voilà. Et qu'est-ce que c'est une note d'intention? Et bien justement. Et bien quel est ton projet? Bonne question. En fait, une note d'intention, c'est plus pourquoi tu as écrit ce texte. Je pense qu'est-ce qui signifie pour toi, le fond du texte, les intentions, les thèmes, les motifs que tu as voulu développer, s'il y a un message ou un propos derrière, peut-être d'où vient ce roman. Là où le synopsis il se concentre plus sur ce qui se passe, même si on l'a dit, on peut quand même évoquer rapidement les thèmes à travers les personnages et ce qui leur arrive. Là, je pense que c'est plus du point de vue de l'auteur. Pourquoi on a écrit ce roman, en fait. Ok. Ça peut être aussi, je crois, j'ai déjà entendu dire aussi, ça peut être aussi un peu le truc qui accompagne vraiment tout le reste et où parfois ça peut être l'occasion de rappeler le genre, est-ce que c'est une trilogie, machin ou pas, les personnages, genre vraiment, pas tous les personnages, mais les 3 ou 4 personnages principaux. Je sais que parfois c'est aussi utilisé un peu comme ça. En tout cas, je pense que c'est moins contraint dans sa forme qu'un synopsis qui est vraiment une doc technique, on va dire. Et que ça dépend vraiment du genre du livre, de la maison que vous visez. Et c'est plus personnel. Voilà, en quoi ça fait quoi votre expérience, ce que vous avez pu mettre de personnel à l'intérieur, sans rentrer trop dans les détails de votre vie, s'il vous plaît. La critique sociale que vous voulez faire. Oui, voilà, exactement.
Quelles ont été vos inspirations, les questions que vous avez voulu poser à travers ce récit. Et par exemple, avec Laetitia, pour notre roman à 4 mains, donc le fameux roman de fantasy jeunesse qu'on a envoyé en maison d'édition, rien ne nous était demandé spécifiquement, puisque c'était juste, si vous avez quelque chose, envoyez-le moi. On aurait très bien pu juste faire un mail en disant « Salut, voici le roman en question » et l'envoyer. Et on a quand même voulu faire un document qui accompagnait. Et du coup, ce qu'on a fait, je pense que ça ressemble un peu à une note d'intention, mais très structurée. Là où je pense que, par exemple, si vous écrivez un roman adulte qui s'adresse à une collection de blanches, ça peut presque être comme une lettre. Là, nous, on a voulu faire quelque chose d'assez assez organisé. On avait des sous-catégories. Je ne sais pas si tu l'as sous les yeux, Laetitia, mais j'ai oublié de l'ouvrir avant l'enregistrement. J'étais en train de chercher aussi. Je me souviens plus ce qu'on a mis dedans, mais... Je sais qu'on avait fait une... On n'a pas justement rappelé les personnages et tout? Si. Je crois qu'on a fait une catégorie genre vraiment sur nos personnages. Donc chaque personnage de notre protagoniste et ses deux acolytes, on va dire quels étaient chacun leurs thèmes, leurs enjeux et leur évolution, en quelques lignes. On a fait une première catégorie qui était en gros justement les inspirations, où on a mis plusieurs œuvres, en vrai qui ne nous ont pas forcément inspirés pour toutes, mais en tout cas où on s'est dit a posteriori, ah tiens, c'est bien dans la veine de, pour telle et telle raison. Par exemple, on a plein de notes de bas de page humoristiques, donc on a mis comme Terry Pratchett ou Maël Dezard, voilà, des notes de bas de page humoristiques. Comme Les Orphelins Baudelaire, un narrateur assez présent qui est pessimiste, qui s'adresse directement au lecteur sur un ton ironique. Voilà, on a listé comme ça plein d'œuvres. Enfin, plein, je sais pas, peut-être 5, 6. Voilà, on a fait... Tu l'as retrouvé, ça y est? Je crois qu'on a fait une catégorie vraiment sur les thématiques aussi et pourquoi ça pouvait parler aux jeunes lecteurs. On a parlé, je crois, du fait sur la peur, sur le fait que notre héros il va être confronté à... il a peur d'absolument tout, il est confronté à un univers qu'il ne connaît pas du tout et il a 11-12 ans et que ça peut parler aux jeunes lecteurs qui vont passer au collège et qui vont perdre tous leurs repères, perdre leurs amis parce que c'est ce qui arrive à notre héros. Je sais plus ce qu'on avait mis, si tu l'as sous les yeux. Ouais, je l'ai sous les yeux. En fait, on a fait toute une partie on a fait donc ce que je vous disais au départ, c'est on a rappelé la tranche d'âge, le genre, le nombre de signes. On a fait un pitch, je m'en souvenais absolument pas. Et ensuite, on a fait inspiration et effectivement, ensuite, on a mis tous les thèmes. Et donc, on ne va pas tout citer, mais il y en a plusieurs en fait. Il y a le changement, la transmission familiale, il y a plein de trucs. Ah oui, et en fait, chaque thème, on a associé un personnage, c'est ça qu'on a fait ou pas? Ouais. Plus ou moins, un petit peu, ouais. Pas forcément, mais un petit peu, ouais. Si, un petit peu, ouais. Et le pitch, tu as envie de le lire? Je ne m'en souvenais plus du tout et je ne l'ai pas sous les yeux. Si c'est toi qui l'as sous les yeux, est-ce que tu penses pertinent de le lire ou pas? Attends, je le relis avant. C'est pas meuf, c'est pas un peu tôt? Tu veux vraiment... Je sais pas. Attends. Allez, vas-y, Laetitia. Ok. Alors. Notre auditoire de 3 millions de personnes qui va spoiler le roman au monde entier. Augustin, jeune anti-héros froussard, s'accroche à ses souvenirs rassurants pour affronter la moindre nouveauté, jusqu'au jour où il doit partir passer une année à l'école des mémoires. Là, tout est nouveau, donc terrifiant. Au cours de l'année, ses rencontres amicales et ses mésaventures vont l'obliger à se créer de nouveaux souvenirs et à affronter sa peur du changement. Ouais, voilà, c'était assez général quand même. C'est un résumé, je sais pas vraiment, c'est un pitch, on l'a appelé pitch dans le... Non, on a appelé résumé. Ouais. Et après, c'est comme ce que vous disiez avant dans l'épisode, c'est que en fait, il y a des pitchs, mais par exemple, je pense au livre de Cozy Fantasy ou autre, c'est un pitch que vous avez fait, c'est juste que l'histoire annonce les thématiques et tout, mais... C'est pas comme le thriller où tout de suite il y a un truc. Si, je sais pas, si il y a quand même l'élément déclencheur dedans et tout. Ouais, parce que là, il y a l'élément déclencheur où il part à l'école, mais pour moi, l'élément déclencheur, il va même plus tard en fait. C'est ce qui lui arrive à l'arrivée dans l'école qui va complètement changer le cours de son existence. L'élément déclencheur, c'est quand même qu'il va dans une école et qu'il perd ses repères aussi. De ce qui apparaît dans le pitch. Mais alors ça, c'est vraiment la question, même dans les 4e de couverture, c'est qu'il y a souvent plusieurs éléments déclencheurs qui arrivent jusqu'auxquels tu vas. Et est-ce que tu spoil dans la 4e de couverture ton big élément déclencheur qui est déjà un premier twist? Alors,
Moi, personnellement, en tant que lectrice, je trouve ça très agaçant quand on me vend une 4e avec un retournement qui, en fait, arrive qu'à un tiers du roman. Je trouve ça nul parce que, bon, bref, mais ce n'est que mon avis à moi. Mais je suis assez d'accord. Moi, je lis pas les 4e de couverture, mais en même temps, quand tu veux vendre une histoire et que c'est ça qui est vraiment le truc accrocheur, bah tu dis c'est trop bête de pas le mettre dans la 4e, ça spoil un peu, mais tant pis, j'aurais vendu le roman, donc l'argent sera déjà rentré. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais des fois, moi, je pense que c'est dommage de ne pas avoir trouvé le bon truc qui accrochait sans ce retournement qui arrive à 30% du roman, quoi. Ouais, mais après, moi, je me dis, il y a plusieurs façons de vendre une histoire. Il y a des gens qui vont lire parce qu'il y a le petit pitch ou le petit twist de la 4e de couverture. Et il y a des gens, bah, j'avoue, comme moi, qui lisent jamais les 4e, c'est juste, ah, il y a telle thématique, il y a telle vibe, j'y vais, quoi. Et je vais pas me renseigner sur ce que c'est l'histoire. Ouais. Après, il y a aussi des moyens de dire les choses sans spoiler complètement. Et suggérer, ouais. C'est toujours un exercice d'équilibre. Suggérer, mais voilà, c'est un truc de funambulisme assez pointu, quoi. Mais en tout cas, ça, c'est plus une question qui se pose une fois que le roman va être publié et que c'est pour les lecteurs. Quand vous parlez à un éditeur, si vraiment pour l'accrocher, il faut mettre le méga retournement de situation qui arrive à un tiers, mettez-le. Oui, carrément. Disons que spoiler, faut pas avoir peur de spoiler quoi, un éditeur. De toute façon, ça, c'est pas un lecteur. On se dit des trucs, en fait, souvent on réfléchit en tant que lecteur, mais l'éditeur n'est pas un lecteur comme les autres. Il peut être spoilé, en fait. Il est pas là pour ça, c'est un pro. Exactement. Puis des fois, il y a des spoils qui voient passer à Wattmill. Tiens, ce petit fusil de Tchekhov. C'est clair. Donc voilà, note d'intention, votre propos, pourquoi ce roman, les thématiques abordées, pourquoi ça peut parler au lectorat aussi, voilà, vos inspirations sous une forme plus ou moins structurée, plus ou moins libre et personnelle en fonction du genre de votre roman et de à qui vous vous adressez. Dernier document dont on va parler, et je pense que piégeux à écrire, la biographie d'auteur. Je ne sais pas si c'est vraiment demandé par les éditeurs, en général. Ça peut l'être. Je crois que Laetitia, on en a mis un peu, nous, non? On n'a pas... Non, on ne l'a pas fait finalement? Non, on ne l'a pas fait. Okay, parce qu'il me semble qu'on avait commencé à l'écrire, puis finalement, on l'a enlevé, non? On l'a envisagé, mais je ne suis même pas sûre qu'on l'ait fait. Je crois qu'il y avait un train à prendre et tout, tu te souviens? Vraiment, c'était... En tout cas, je sais que nous, par exemple, donc encore une fois, dans l'association de lecture de manuscrits dont je fais partie, on demande une bio d'auteur juste pour voir un petit peu qui nous écrit, parce que on ne fera pas forcément le même retour si c'est un ado de 15 ans dont c'est le premier roman, ou si c'est un quadra qui a déjà 10 romans derrière lui. On va un peu s'adapter. Mais je pense que même pour les éditeurs, c'est assez intéressant de voir un peu qui ils ont en face. Alors, qu'est-ce qu'on met dans sa biographie d'auteur? Je pense que la première question qu'on se pose en général, c'est est-ce que je l'écris à la première ou à la troisième personne? À la première, c'est mieux quand même. Je suis d'accord. C'est pas pour juger les gens qu'il faut à la troisième personne. Sa Majesté. Mais à la première. Nous sommes. Sinon. Nous, ouais, peut-être nous. Mais c'est vrai que c'est un exercice très bizarre. Moi, je me souviens, j'avais dû en écrire parce que je devais participer à un salon et qui me demandait une bio. Et du coup, c'est trop bizarre parce que tu dis, je vais pas mettre jeu parce que ça va être sur le site du salon. Et pour le coup, ça fait amateur, mais ça fait hyper bizarre d'écrire de soi à la troisième personne. Enfin, c'est chelou comme exercice. C'est ça. Mais du coup, là, dans ce cadre de quand tu envoies un éditeur, je trouve que la première personne est plus adaptée parce qu'on sait que c'est toi qui l'as écrite. Quand c'est derrière un livre ou sur une page de salon, oui, on peut se dire que c'est l'éditeur qui a écrit la biographie de l'auteur. Mais là, ça... c'est vraiment une posture de... tu te projettes trop dans la publication. Je sais pas, il y a un côté légèrement pédant ou naïf à la fois. Je sais pas, c'est un mélange des deux. En fait, c'est pas le bon, c'est pas le bon médium, la troisième personne, dans le sens où ce que l'éditeur veut savoir de vous à travers cette petite encart biographique, c'est quel est votre rapport à l'écriture.
C'est, en somme, est-ce que vous avez des choses intéressantes à me dire sur votre rapport à l'écriture qui vont pouvoir mieux me faire cerner votre profil? Si par exemple, vous êtes un super influenceur, j'en sais rien, que vous avez une chronique sur YouTube qui est écoutée par des millions de personnes, bah ça va être hyper intéressant de le mettre parce que ça veut dire que tu as déjà un auditoire et que potentiellement, ça peut être des lecteurs potentiels. Enfin, c'est ce genre de choses. C'est vraiment votre relation à l'écriture et toutes les billes qui pourront être Et la mises dans sa promo. poche pour vous défendre après auprès d'un public qu'il va falloir lui donner à ce moment-là. Par exemple, voilà, si vous avez déjà publié des romans, si vous avez déjà gagné des concours d'écriture ou de nouvelles, si vous êtes prof de lettres, par exemple, l'éditeur va se dire « Ah bah tiens, cette personne, elle a déjà une bonne intelligence de la littérature ». Ou au contraire, si vous êtes un très grand lecteur ou une très grande lectrice depuis toujours d'un certain genre passionné de fantasy ou passionné de romans policiers depuis mon plus jeune âge, je veux livrer aujourd'hui nanana nanana. C'est Ancien quel est votre procureur. rapport à l'écriture, quoi. Ouais. Tu dis quoi alors? Ancien procureur, souvent sur le Oui, thriller, c'est hyper intéressant ça. Ou ouais. ou expert criminologue, je me sers de mon expérience pour livrer un thriller qui va révolutionner le genre parce que j'ai cette vision nanana. C'est voilà, pourquoi, quelles sont vos expériences ou quel est votre rapport à l'écriture qui va intéresser l'éditeur. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, je pense. Et ça peut être aussi, enfin, on en rigolait pour le thriller, mais je pense que ça peut être aussi quelque chose par rapport à un thème du roman. Si tu es passionné par le thème de ton roman et que du coup tu le connais bien, ça peut être intéressant de le mentionner aussi. Passionné d'escalade, j'ai écrit un roman. Ouais, c'est ça. Les Et gens meurent un peu plus que dans la vraie vie. en essayant de rester un peu pro, je dirais. Oui. Parce que, je sais pas, mais éviter d'être un peu trop naïf dans le côté. J'adore écrire depuis que je suis petite et donc, comme j'aime la fantasy, aujourd'hui, j'ai envie d'écrire la mienne et je suis très inspirée par Tolkien et Harry Potter. Ouais, il faut rester dans le factuel, quoi. Ouais. Après, c'est pas évident parce qu'on peut se dire, bah oui, mais moi, j'ai un métier qui est super loin de l'écriture et j'ai justement voulu écrire pour m'évader de ça. Ça n'a rien à voir avec mon métier. J'ai jamais gagné de concours de nouvelles. À part être lecteur, je suis pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on met à ce moment-là dans sa bio, quoi? Moi, je dirais que dans ce cas, il faut rester très factuel. Je suis née en telle année, si vous avez envie de le dire, à tel endroit. Je fais tel métier et j'ai écrit ce roman pour telle raison. J'entends ce que tu dis, Chris. Effectivement, je pense que c'est une très bonne option, mais moi, j'irais même plus loin. S'il n'y a rien d'intéressant à dire, ça ne sert à rien de faire une bio, en fait. Oui, c'est pas du tout obligatoire. Votre pitch, voilà, ce que vous avez à dire sur le roman suffit, en fait. Si il y a rien, vous trouvez qu'il n'y a rien de palpitant à dire, peut-être ce n'est pas utile de faire ça. Enfin, voilà, c'est juste mon point de vue. Donc, du coup, tu te dis qu'il faut quand même que tu écrives quelque chose. À la rigueur, ça tu le mets dans le mail. Tu fais une petite phrase de présentation, puis voilà. Oui, d'ailleurs, la bio, c'est pas forcément une pièce jointe à part. Ça peut être une petite présentation en 1 ou 2 lignes dans le mail. Après, je me dis d'un côté que si tu n'as aucun rapport personnel avec ton roman, il y a peut-être un souci. Même si tu as écrit quelque chose pour t'évader complètement de ta vie, de ton quotidien, avec des personnages qui sont très loin de toi et tout, il me semble qu'il y a au moins peut-être des thématiques, des enjeux de personnages dans lesquels tu vas mettre de toi. Je ne sais pas si tu as un personnage qui a de l'anxiété, si tu as des personnages qui font de l'escalade, voilà, ou si tu as une relation dans le roman entre frères et sœurs. Enfin, je sais pas, il me semble qu'il y a au moins un truc qui parle de toi. Mais alors, attention à pas tomber dans le travers de vous ne parlez pas à votre psy non plus, quoi. Non, c'est clair. Ouais, donc ne racontez pas non plus tous les traumatismes qui ont conduit à l'écriture de votre livre, quoi. Effectivement, c'est un bon... ce roman comme un exutoire.
Sinon, j'ai autre chose potentiellement d'intéressant à dire si vous avez du mal à trouver des idées pour mettre dans votre biographie. N'hésitez pas à parler des auteurs qui vous ont nourri et inspiré, avec lesquels vous êtes construit. Alors tout à l'heure, Chris disait, oui, vous allez pas dire j'étais très inspirée par Tolkien et Harry Potter, mais vous pouvez dire, bah voilà, le projet que je vous soumets aujourd'hui a été nourri par des univers, j'en sais rien, des univers de fantasy, romans policiers, tout ce que vous voulez. Et vous citez 3 exemples d'auteurs qui vous ont particulièrement inspiré ou qui vous ont donné envie d'écrire. Ça peut être intéressant dans le sens où, comme c'est lié au projet que vous soumettez, que vous envoyez, ça va donner une petite idée directement à l'éditeur ou à la personne qui va lire, de dire « Ah oui, si tu es un peu dans ces univers-là, ok, je vois. » Voilà. Et si vous pouvez, ne choisissez pas des trucs hyper génériques, choisissez des auteurs qui sont connus pour des choses justement pertinentes en rapport avec votre univers et un peu pointues, quoi. J'en sais rien, s'il y a du réalisme magique, si tu es un auteur de réalisme magique, si il y a un ton particulièrement drôle et humoristique, si tu es un auteur dont le ton particulièrement drôle et humoristique va faire écho à ce que vous soumettez à l'éditeur, quoi. Soyez pertinent, en gros. Le plus pertinent possible. Voilà. Là où je trouve que c'est un petit peu casse-gueule cet exercice de la bio, particulièrement en tant qu'auteur, c'est que ça reste encore une fois un document professionnel. C'est presque, voilà, si tu envoies un CV. Mais en même temps, il y a un rapport très personnel à l'écriture qui oblige à dévoiler un tout petit peu de soi pour faire un lien entre le roman et sa propre vie. Mais ça peut être très direct si, par exemple, je sais pas, une personne qui écrit sur comment on fait le deuil de son enfant parce qu'elle-même a dû le faire. Bon, forcément, on va en parler. Mais ça peut être beaucoup plus indirect, comme je dirais tout à l'heure. Et à ce moment-là, comme disait Laetitia, faut doser, quoi. C'est pas... Voilà, après 15 ans de thérapie, je décidais d'écrire un livre parce que finalement, je me suis dit que c'était la meilleure des thérapies. Peut-être pas. T'allais dire quoi, Marie ? En fait, c'est juste que moi, je me demande si c'est vraiment... vraiment, vraie question, je n'ai aucune idée de la réponse. Et comme je ne sais pas exactement quelles sont les pratiques, est-ce que c'est vraiment important de dire le lien émotionnel qu'on a avec son histoire ? Non, je parle. Si c'est vraiment un genre, par exemple, si c'est un livre qui va être plus, je sais pas, de développement personnel ou vraiment ce qu'on a vécu est hyper pertinent à citer dans la présentation. Mais si par exemple c'est une histoire d'imaginaire qu'on a juste écrit parce que on peut s'évader et que machin. Ouais. Moi, j'ai le sentiment que potentiellement, ça dépend du bouquin, mais que ça peut être un élément qui rassure l'éditeur parce que ça prouve que tu connais ton sujet. Mais c'est plus le cas si tu es passionné par quelque chose ou que tu as travaillé dans ce dont tu vas parler. Je trouve que c'est juste un truc où du coup, c'est pas... Enfin voilà, ça prouve juste que tu connais un peu ton sujet et que tu vas pas dire des grosses bêtises et les aligner, tu vois. C'est plus par rapport à ça, mais je pense qu'on n'est pas forcément obligé de non plus forcément avoir énormément de liens avec ce qu'on fait. Je sais pas. Oui, c'est clair. Si tu soumets une romance... Oui, ouais, on s'en fout. Enfin, du lien... En revanche, si tu as écrit tout un roman sur la musique et que tu es toi-même musicien, je trouve que c'est intéressant de le souligner. C'est ça, quoi. exactement. Même, j'en sais rien si c'est une romance historique et qu'il s'avère que tu participes à des reconstitutions en cosplay de telle époque. Oui, carrément. Non, je sais rien. Tout ce qui peut nourrir ce truc qui fait que tu es, entre guillemets, un peu un expert de ce que tu racontes, ça peut le faire. Tu vois, même si ton roman de fantasy est inspiré par des paysages d'un pays et que ce pays-là, tu l'adores et que tu y allais en voyage plein de fois, ça peut marcher aussi. Enfin, j'en sais rien. Oui, c'est ça, passionné par la culture japonaise, t'écris un truc en rapport. Bon. Mais après, oui, c'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, Marie, il y a certains romans pour lesquels ça marche pas forcément. Oui, c'est ça, faut pas forcément essayer de faire rentrer un rond dans un carré. De toute façon, c'est ce qu'on disait, s'il n'y a rien à dire, faut pas faut pas forcer le truc. Quoi. Mais par contre, je veux dire, on n'a pas trop dit, mais enfin, on l'a un peu dit, mais l'âge, la profession et le lieu de résidence, c'est con, mais c'est intéressant. Ouais. Parce que, du coup, tout de suite, ça va être potentiellement l'endroit où vous avez du réseau. Ou les cercles professionnels dans lesquels vous avez du réseau aussi, potentiellement. Est-ce que c'est votre premier roman ou pas que vous écrivez voilà.
Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je sais que souvent, j'ai vu que certaines maisons demandent une lettre d'accompagnement, ce qui est très vague comme terme. Du coup, je pense en plus de la lettre d'intention. Pour moi, c'est la même chose. Non, ils veulent juste un manuscrit et une lettre d'accompagnement qui est en fait, je pense, l'équivalent du mail, de ce que tu vas faire avec ton pitch. Je pense que c'est assez libre, du coup, vous pouvez faire un mix des éléments qui vous semblent pertinents. Un peu entre un petit paragraphe lettre d'intention, un petit paragraphe résumé. Un petit peu ce que vous aviez fait, du coup. Par exemple, vous avez fait un petit patchwork des choses qui vous semblaient les plus intéressantes à dire. C'est ça. Quoi. Voilà. Tu veux pas lire ton exemple de bio qui était vraiment extraordinaire? Oui, mais je vais me répéter, c'est que encore une fois, dans cette bio, comme je le disais au début, vous n'êtes pas là pour vous vendre comme votre éditeur va peut-être vous vendre sur votre bio. Laissez-le faire. Une fois que vous aurez publié plein de romans qui auront été des best-sellers, votre éditeur, vous inquiétez pas, va se charger de le rappeler dans votre biographie. Mais c'est pas à vous à ce moment-là de mettre une bio. Vous pouvez compter sur lui. Germain de Lagland signe un chef-d'œuvre de subtilité et d'humanité dans ce texte inventif à la lisière entre Zola et Tintin. Ça aurait été vraiment dommage. J'imagine le mix entre Zola et Tintin. On est sur du reportage, mais... Ouais, je me dis que même il aurait pu choisir un autre nom de plume. Non, Germain de Lagland est très fier de son nom de famille. Il ne voit pas pourquoi il prendrait un pseudo. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour des conseils qu'on peut vous donner. Bon, en résumé, c'est restez professionnel, renseignez-vous sur ce que veut la maison, mettez-vous à la place de la personne qui est en face et allez à peu près à l'essentiel, en gros, si je résume. C'est ça. Quel mot donne-t-on à nos auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout à mettre en commentaire? Moi, je donnerais bien le nom de truc de Léa, mais j'ai déjà oublié ce que c'était. Palimpseste. Ouais, voilà. Sinon, je pensais aux lasagnes ou un plat de Vous pouvez mettre des emojis de nouilles. Voilà, emoji pâte, lasagne, pasta, pesto, tout le vocabulaire de la pâte. Des lasagnes au saumon dans l'histoire. Vous pouvez mettre des petits poissons. En plus. Bon, en tout cas, merci les filles pour tous vos apports et vos conseils sur ce sujet qui est assez technique. On espère, chers auditeurs, que ça vous aura intéressé, que ça vous aura aidé pour vos soumissions de manuscrits. N'hésitez pas à nous mettre votre propre pitch en commentaire, si jamais vous avez envie, et que d'autres auditeurs puissent réagir dessus. Ça pourrait être intéressant d'avoir ce petit échange. Et puis, on vous dit à très bientôt, donc au mois de mai, pour la 32e 33e, pour la prochaine réunion